Quand je fais ce portrait du pays assez noir en disant qu'il est gangréné aujourd'hui par la violence et la drogue, est-ce que c'est juste ou pas? C'est nouveau. Jusqu'en 2018-2019, l'Équateur passait pour une oasis de calme et de tranquillité en Amérique latine et brutalement ça a commencé à la frontière nord entre l'Équateur et la Colombie avec des dissidents des FARC et ensuite il y a eu dans les prisons beaucoup de soulèvements de prisonniers, des réponses assez brutales du gouvernement et ensuite ça s'est répandu effectivement, comme vous l'avez signalé, avec des taux d'homicides qui sont parmi les plus élevés d'Amérique latine. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup surpris en Équateur bien sûr, mais hors de l'Équateur. Et beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe en Équateur? Pourquoi aussi brutalement l'Équateur? Il faut regarder une carte. L'Équateur se trouve entre la Colombie au nord, qui est bien connue pour la présence de la culture de la cocaïne, du trafic de la cocaïne, le Pérou au sud un peu moins, mais c'est vrai aussi. Et l'Équateur a une particularité, c'est le premier producteur exportateur de bananes au monde. Donc il y a des ports avec beaucoup de bateaux, des ports qui sont équipés, il y a des conteneurs. Et c'est pour beaucoup, à travers de ces ports, à travers des conteneurs qui transportent la banane, que les trafiquants de drogue se sont dit pourquoi pas utiliser l'Équateur comme plateforme logistique pour nos exportations de cocaïne vers l'Europe, notamment l'Afrique, l'Europe, accessoirement les États-Unis. Qui plus est, comme il n'y avait pas de tradition de violence, la police, a priori, dans les premiers temps, ça a évolué un petit peu, était totalement inexpérimenté et pas du tout équipé pour faire face à cette situation. Caroline Ollier, mais tout ça, il y a eu une élection présidentielle. Oui, une élection présidentielle contestée. L'Union européenne estime que les résultats ne sont pas forcément fiables. On en est où au moment où on se parle? Le président Noboa n'a pas l'intention de partir? Les élections... ce sont des élections comme au Venezuela, c'est-à-dire que l'élection en elle-même, il n'y a pas fraude, tout est informatisé. Le problème, c'est ce qui se passe avant. C'est-à-dire que l'État, l'appareil d'État met tout son poids en faveur du candidat sortant qui ne respecte pas la Constitution, le code électoral. Donc on l'avait déjà constaté au Venezuela, on le constate aujourd'hui en Équateur. Donc c'est une pratique démocratique qui a été effectivement critiquée par la candidate d'opposition qui a perdu, mais sur le mauvais terrain. Disons, elle a parler de fraude. Manifestement, les observateurs européens, les observateurs de l'OEA, l'Organisation des États américains, ont dit nous, on n'a rien vu de particulièrement répréhensible, et même des amis politiques de Luisa González, qui est le nom de la candidate qui a perdu, ont dit non, ça nous fait pas plaisir, mais celui qui a gagné a gagné. Enfin, celui qui a gagné, il s'appelle Daniel Noboa, il était déjà en poste auparavant. Quel est son profil à lui? Alors Daniel Noboa, pour faire simple, c'est un fils à papa. C'est une grande famille équatorienne. Son père est l'un des plus gros exportateurs de bananes. On revient à la même thématique du pays. Il est né à Miami, donc il a tout le profil et le curriculum d'un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a fait ses études aux États-Unis, donc c'est la raison pour laquelle il n'a aucune expérience politique. Il a surgi comme ça dans la vie politique parce qu'il avait les moyens financiers de le faire, il avait des réseaux. C'est peut-être la raison pour laquelle s'est passé un petit peu inaperçu, mais il a été invité par Donald Trump le 20 janvier. Il n'y avait pas que Javier Milei. Tout le monde avait les yeux sur Milei parce que c'est un personnage qui fait le spectacle. Mais il y avait également Daniel Noboa, qui est revenu d'ailleurs aux États-Unis pendant sa campagne électorale.